Est-ce réellement si compliqué de pirater un site internet? Peut-on vraiment sécuriser un site à 100%? Et surtout, quelles sont les erreurs courantes qui ouvrent la porte aux hackers? Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Hafnium dans cette vidéo. Hafnium est un expert reconnu en cybersécurité depuis plusieurs années. D'ici quelques instants, vous allez découvrir 3 démonstrations complètes comme le piratage en live d'un mot de passe administrateur ou encore l'obtention d'un accès à l'intégralité d'un serveur web. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer les nombreuses vulnérabilités qui existent et de souligner l'importance de rester super vigilant en termes de sécurité informatique. Ces démonstrations sont accessibles pour des niveaux débutants et même parfois sans aucune compétence technique. Avant de débuter cette vidéo qui s'annonce incroyable, pense à mettre un like, commente, partage la vidéo, abonne-toi à la chaîne si tu souhaites plus de contenu dans ce style. Je te remercie encore et on peut commencer la vidéo. Je vous propose d'enchaîner avec notre première démonstration. Comme vous le voyez ici, je suis sur un site WordPress classique, avec un thème classique. Tout en haut, on voit que je suis connecté en tant qu'admin. Également, comme j'héberge mon site WordPress en local, vous voyez une adresse IP tout en haut, je n'ai pas de nom de domaine, mais ce n'est pas grave, cela ne change absolument pas la démonstration. Enfin bref, comme chaque admin, je vais me rendre sur mon panel d'administration, comme ceci. Si je vais dans la partie compte et tous les comptes, vous voyez ici que je n'ai qu'un seul compte, le compte admin. Je suis le seul utilisateur du WordPress, en tout cas pour le moment. Mais le problème, c'est que mon WordPress n'est pas sécurisé. Et j'ai vraiment envie que mon WordPress soit sécurisé. Pour ceci, je vais donc installer une extension qui va sécuriser mon WordPress. Comme vous le voyez ici, je n'ai qu'une seule extension dans mon WordPress. Je vais donc cliquer sur le bouton « Ajouter une extension ». Ici, bien entendu, on a notre magasin d'extensions. Sauf que l'extension que les hackers professionnels m'ont recommandée n'est pas présente dans ce magasin. L'extension est présente sur un site caché. Et je vais donc télécharger cette extension pour protéger mon site. Je clique donc sur le gros bouton « Télécharger » en jaune, comme ceci. Et je vais directement l'importer dans WordPress en appuyant sur « Téléverser une extension » et en glissant l'extension que j'ai téléchargée. Maintenant, je vais activer cette extension, et à partir de là, je remarque que tout s'est bien passé. Bon, par contre, c'est un peu bizarre, l'extension ne s'affiche pas dans la liste des extensions, mais ce n'est pas grave, on m'avait dit que l'extension tournait en arrière-plan pour sécuriser tout mon site contre tout type d'attaque. D'ailleurs, dans la partie compte, on voit que je suis toujours l'administrateur de mon WordPress, donc ça va. Malheureusement, notre administrateur n'a pas été très vigilant. En effet, il a installé une extension assez spéciale. En tout cas, de mon côté, je vais me connecter sur le WordPress. Mais cette fois-ci, je ne vais pas rentrer l'identifiant admin. Je vais rentrer l'identifiant admin2, avec un autre mot de passe. Et maintenant, je vais me connecter. Et à ma grande surprise, cela fonctionne. Maintenant, je vais aller dans la partie extension. Ici, on voit qu'il n'y a qu'une seule extension qui est affichée, alors que pourtant, j'ai installé une autre extension. Une extension qui est d'ailleurs censée me sécuriser, mais pourtant, je ne la vois pas. Maintenant, si je vais dans la partie compte, ici, on a bien un deuxième compte qui s'est créé, nommé admin2. Admin2 qui a le rôle administrateur. Alors, comme vous l'avez vu, il est possible de masquer une extension de la liste des extensions. Là, je ne l'ai pas fait avec les comptes pour vous montrer que admin2 est bien un administrateur, mais si je voulais, dans le code de l'extension, je pourrais très bien aussi masquer admin2. Techniquement, c'est facilement faisable. Et à partir de là, j'ai les droits d'administrateur, je peux aller dans les pages, je peux aller dans les commentaires, je peux faire absolument tout ce que je veux, je peux même aller dans les outils ou dans les réglages, comme ceci, et effectuer toutes les modifications que j'ai envie d'effectuer. Ici, je fais cette démonstration pour vous montrer qu'installer une extension sur WordPress n'est pas quelque chose d'anodin. Quand l'administrateur installe une extension sur le WordPress, c'est exactement comme si l'extension avait tous les droits sur le WordPress. Tout simplement. Et à partir de là, l'extension peut vous espionner, peut poster du contenu à votre place, peut vous déranquer dans les résultats de recherche,
et peut détruire tout ce qu'il est possible de détruire sur votre site. Et le tout non seulement de façon relativement discrète, mais en plus, ce que je viens de faire, ce n'est pas compliqué du tout. Il n'y a pas du tout besoin d'être expert en cybersécurité. Il n'y a à peine que quelques dizaines de lignes de code dans l'extension. Et d'ailleurs, ce genre de truc, en fait, est disponible en libre accès sur Internet. Ce n'est même pas moi qui l'ai codé. Donc voilà, faites très attention au niveau des extensions que vous installez sur WordPress, car une simple erreur peut potentiellement vous faire perdre des mois, voire des années de travail. Comme vous l'avez vu, notre extension nous a donné les droits d'admin sur le serveur. Mais est-ce qu'il est possible d'aller plus loin ? Par exemple, au lieu d'avoir tout simplement les droits d'admin, moi j'aimerais directement prendre le contrôle du serveur sur lequel est hébergé le site WordPress. Car c'est plus pratique. Est-ce que c'est possible ? Eh bien la réponse est oui. Par exemple, si je tape point d'interrogation, cmd est égal au nom de ma commande, par exemple la commande ls sous Linux, qui permet de lister des fichiers et des dossiers sur le dossier courant. Là, on voit que cela fonctionne. J'ai les fichiers et les dossiers du dossier courant, c'est-à-dire du dossier WordPress. Je peux également taper la commande ipaddr comme ceci, pour voir l'adresse IP de ma machine, qui est de 192.168.125.128. Bon là, ce n'est pas une surprise. Je vous dis cela pour vous montrer que je peux taper absolument n'importe quelle commande et la faire exécuter par le serveur. Ainsi, j'ai le contrôle du serveur à distance. Je peux aussi supprimer un fichier, par exemple en tapant rm et le chemin du fichier, par exemple. Et donc, je peux faire ce que je veux. Si par exemple, il y a un autre site qui est installé sur ce serveur à cette adresse IP-là, eh bien je pourrais supprimer ce site en tapant la bonne commande. Et c'est exactement les mêmes commandes que dans le terminal ou dans la ligne de commande Windows ou Linux. C'est juste que là, je dois la taper depuis l'URL. Mais ce n'est pas grave, car en ligne de commande, je peux absolument tout faire sur le système en tapant la bonne commande. Ça peut être rm, mais ça peut être absolument une autre commande super dangereuse. Donc je pense que vous avez compris, faites très attention à ce que vous installez. Alors à partir de là, je sais ce que vous allez me dire, c'est une extension qui est très simple, et elle se fera assez facilement griller par les antivirus. Eh bien, c'est ce qu'on va regarder. Donc d'abord, la première chose que je vais faire, c'est que je vais me rendre sur le site VirusTotal. Donc c'est un site internet qui va me permettre d'analyser un fichier, une URL, une adresse IP, un domaine, etc. avec l'avis de plus de 70 antivirus, pour voir si cette chose-là est malveillante ou pas. Eh bien, c'est ce que je vais faire, je vais glisser mon petit Norton. Donc là, l'analyse est terminée, on voit que sur les 65 antivirus, seulement 2 l'ont flagué comme malveillant. Donc là, c'est bien correct, on a bien un web shell en PHP. Mais pour les autres antivirus, il n'y a absolument aucun problème. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi aller dans les extensions de WordPress. Certaines extensions proposent un service de scanning du site complet pour voir s'il y a une extension malveillante. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Je vais taper scan WordPress ici. Là, on a pas mal d'extensions de sécurité qui vont me permettre de faire un scan. Alors, il y en a pas mal, j'en ai testé certaines, la plupart ne fonctionnent tout simplement pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer avec celle-là, SecuPass Free. Je vais donc l'activer et je vais scanner mon site. Donc ici, notre extension liste tous les problèmes du site internet. Mais dans la partie extension et thème, à aucun moment on mentionne notre extension Norton Security. Pourtant, vous avez vu ce qu'on a fait. On a pris à distance le contrôle du serveur et on s'est donné les droits d'admin. Alors, on peut regarder en dessous si on mentionne cette extension. Vous pouvez le voir, il n'y a absolument aucune mention de cette extension. En tout cas, ici, c'est la version gratuite, mais je ne pense pas que dans la version payante, cela soit différent. Concernant les extensions, vous pouvez en tester d'autres sur le store ici. J'en ai testé plein. Soit elles ne fonctionnent tout simplement pas sur le WordPress, soit elles n'affichent aucun malware, tout va bien. Et cela fait assez peur, car c'est une extension qui est très simple, mais qui est dévastatrice. Donc, non seulement l'extension ne s'affiche pas, ici, vous ne voyez qu'une seule extension, alors que tout en haut, on a bien un petit 2, donc il y a 2 extensions. Si je vais dans la partie compte, on n'a bien qu'un seul compte qui est affiché, alors qu'en tout, on est censé avoir 2 comptes. Étrange, bizarre, mais en plus, l'extension malveillante qu'on a installée n'est quasiment pas détectée par les antivirus.
Donc vous pouvez très bien avoir ce genre d'extension sur votre site internet pendant des semaines, des mois, voire des années, sans forcément vous en rendre compte. Et ça, c'est très problématique. Du coup, la question que je vous pose, c'est concrètement, comment fait-on pour désinfecter ce site ? La bonne nouvelle, c'est que c'est relativement simple. Il va falloir supprimer l'extension manuellement dans le dossier où il y a toutes les extensions. Mais par contre, je ne pense pas que c'est possible de le faire depuis l'interface de WordPress, donc il faudra vous connecter à votre serveur ou aller directement sur le site de votre hébergeur pour accéder aux fichiers du site internet. Donc là, je suis bien dans /var/www/html où j'ai tous les fichiers WordPress. Et à partir de là, je vais rentrer dans le dossier WP Content. Donc vous pouvez le faire soit en ligne de commande, soit en passant par l'interface graphique. Et à partir de là, je vais rentrer dans le dossier plugin, ici. C'est des plugins. Ici, je fais un ls pour lister tous les fichiers et dossiers de ce dossier. J'ai bien mon plugin Akimset qui est désactivé, mais j'ai également mon plugin Norton Security WordPress. Et je vais donc pouvoir le supprimer manuellement en tapant un rm Norton Security WordPress, comme ceci. Je vais mettre un -r plutôt, et maintenant vous voyez que cette extension a disparu. Si je reviens dans la partie extension, on voit que là on a un message d'erreur, l'extension Norton Security WordPress a été désactivée en raison d'une erreur, le fichier n'existe pas. Effectivement, on l'a supprimé. Et là on voit bien qu'il ne nous reste plus qu'une seule extension. Maintenant, si on va dans la partie compte, là on a nos deux utilisateurs qui s'affichent. Admin2 je ne connais pas, du coup je supprime, tout simplement. Je peux supprimer tout le contenu. Et à partir de là, il ne me reste qu'un seul utilisateur. Et maintenant, si j'essaie de taper des commandes, ici, sur mon site internet, en faisant un point d'interrogation, cmd est égal à ls par exemple, là, on voit que cela ne fonctionne plus du tout. Il n'y a rien qui est affiché. Et c'est normal, l'extension a été supprimée. On a donc réussi la désinfection du site WordPress. Dans cette partie, nous allons parler de l'attaque par brute force. L'attaque par brute force, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Dans ce contexte-là, l'attaque par brute force consiste à prendre un utilisateur et à tester toutes les combinaisons possibles de mots de passe, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui fonctionne. Par exemple, pour l'utilisateur admin, je peux très bien tester 1, 2, 3, 4, par exemple. Là, on voit que cela ne fonctionne pas, je peux tester test aussi. Cela ne fonctionne pas, je peux tester ABC, cela ne fonctionne pas, etc. Alors bien évidemment, une attaque par brute force, on ne la fait pas à la main. Sinon, cela prendrait trop de temps et cela sera tout simplement trop ennuyant. Ainsi, ce que font les méchants hackers, c'est qu'ils codent des bots, que ce soit en Python ou dans d'autres langages de programmation, qui vont tester toutes les combinaisons possibles de mots de passe. Cependant, si on fait le calcul, il y a des trillions et des trillions de combinaisons possibles pour les mots de passe. Ainsi, on ne peut pas tout tester. Donc ce que vont faire au début les hackers, c'est qu'ils vont tester les mots de passe les plus évidents, les mots de passe les plus utilisés qui ont le plus de chances d'être les bons mots de passe. Donc pour ceci, sur internet, il existe plein de fichiers avec des listes de mots de passe, qui contiennent les listes de mots de passe les plus courants, classés dans l'ordre décroissant. Par exemple, ce fichier-là contient 10 millions de mots de passe, et en tout premier, on a le mot de passe le plus probable, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Etc. On peut scroller, on a plein de mots de passe très simples qui font partie parmi les mots de passe les plus probables. Et ce que vont faire les hackers, ils vont tout simplement les tester bêtement un à un avec des robots. C'est pour ça qu'on vous dit d'avoir un mot de passe long avec des chiffres, des caractères spéciaux, des noms en majuscules, etc. C'est pour minimiser la probabilité pour que votre mot de passe se situe dans ce genre de liste. Car avoir un mot de passe simple, c'est très pratique, c'est vrai, mais c'est pas sécurisé du tout. Mais du coup, concrètement, comment les hackers procèdent-ils ? La toute première étape est de trouver des noms d'utilisateurs à brute forcer. Car si on ne sait pas qui brute forcer, on ne va tout simplement pas réussir à brute force. Ici, sur mon site internet, je sais à l'avance qu'il existe un nom d'utilisateur qui s'appelle admin. Cependant, sur un autre site, je ne pourrais pas savoir à l'avance, même si le nom d'utilisateur admin est couramment utilisé. Du coup, comment fait-on pour obtenir les noms d'utilisateurs à partir de là ? Eh bien, c'est très simple. On va utiliser une fonctionnalité bien connue de WordPress. Sur les dernières versions de WordPress, par défaut, chaque utilisateur a un ID unique. En général, l'admin, c'est l'ID est égal à 1, puis le prochain utilisateur qu'on crée, c'est l'ID est égal à 2,
Le troisième utilisateur qu'on crée, c'est l'ID est égal à 3, et ainsi de suite de façon croissante, donc 4, 5, 6, 7, 8, etc. Deuxième fonctionnalité intéressante, on peut lister tous les articles d'un utilisateur en particulier grâce à son ID, et ceci de façon très simple sans être connecté. Alors comment fait-on? On va dans l'URL, on met un slash, point d'interrogation, et on rajoute le paramètre author, ici. Et on peut indiquer ID est égal à 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et si je mets ID est égal à 1, là on a toutes les publications de l'admin. On peut en déduire que l'utilisateur admin existe bel et bien. Maintenant, je peux essayer avec l'ID est égal à 2. Là, on nous met page introuvable. Donc ici, l'utilisateur avec cet ID n'existe pas. Il a peut-être été supprimé. Je peux faire ça avec l'ID est égal à 3. Là, on nous dit, ok, admin 2, ça existe, mais aucune publication n'a été trouvée. On essaie avec 4. Admin 41. Ok, cet utilisateur existe, et on a d'autres articles associés. Très intéressant. Et ainsi de suite, on liste tous les utilisateurs avec l'ID est égal à 5, 6, 7, 8, etc., etc. Évidemment, il est possible de l'automatiser. Avec un simple script, ce n'est pas un problème. Ainsi, à partir de là, le méchant hacker va pouvoir brute forcer chaque utilisateur. Pour ceci, je vais prendre la ligne de commande et taper une commande. Alors malheureusement, je ne peux pas aller plus loin dans les explications, car c'est contre les conditions d'utilisation de YouTube. J'interromps cette vidéo très rapidement pour vous dire que si vous souhaitez aller plus loin, Hafnium organise une conférence privée dédiée à l'exploitation des failles et des vulnérabilités sur le web, avec tout plein de démonstrations et de ressources offertes. Attention, cette conférence est évidemment réservée à un nombre limité de participants. Je vous laisse toutes les informations en description de cette vidéo et on peut reprendre les démonstrations. Comme vous le voyez, les 1024 mots de passe ont été testés. À gauche, on a le mot de passe et à droite, on a le résultat de la réponse, ici. Cependant, si on regarde ce qu'il s'est passé pour le mot de passe admin, on a une réponse qui est un tout petit peu différente. Ainsi, le serveur se comporte différemment avec le mot de passe admin. C'est donc probablement le bon mot de passe. En tout cas, je vous rassure, la vitesse de test est assez lente. Cela teste entre 10 et 20 mots de passe par seconde. Ainsi, si vous avez un mot de passe long et complexe, avec des caractères spéciaux, des nombres, etc., alors ce script sera incapable de le deviner. Mais malheureusement, sur pas mal de serveurs WordPress, cela fonctionne toujours. Donc maintenant, pour se protéger contre l'attaque brute force, il y a 3 choses à faire. Donc première chose, je vous l'ai déjà dit, avoir un mot de passe long, complexe, avec des caractères spéciaux et compagnie. Deuxième étape, vous mettez la double authentification sur tous les comptes sensibles. Donc pour ceci, il y a des extensions sur WordPress. Alors j'en ai testé plein, la plupart sont buggées ou ne fonctionnent pas. En revanche, cette extension-là, Two Factor Authentication, fonctionne très bien, en tout cas d'après ce que j'ai testé. Donc si je l'active, hop, comme ceci, là vous pouvez aller dans l'extension ici, et vous pouvez mettre en place le code de double authentification, donc celui-là, hop, on voit que ce code change environ toutes les 30 secondes, donc il vous faudra ce QR code-là, et l'application Google Authentificator, ou une autre application d'authentification comme Authy par exemple. Par contre, évitez à tout prix l'authentification par SMS, ce n'est pas ultra sécurisé, même si c'est mieux que rien. Le problème, c'est que n'importe qui, en fait, peut voler votre numéro de téléphone en appelant votre opérateur et en se faisant passer pour vous. Moi, je l'ai déjà fait, par exemple, pour changer d'opérateur, et on m'a juste demandé ma date de naissance. Et c'est tout. Une date de naissance, c'est relativement facile à trouver, ce n'est pas une information secrète. Donc, sur tous vos comptes où vous avez l'authentification par SMS, utilisez plutôt l'authentification grâce à une application d'authentification, comme par exemple Google Authentificator, comme je vous l'ai dit avant. Donc pour vous montrer, si je me déconnecte ici, et que je me reconnecte, donc admin, là on me demande mon code de double authentification. Et je peux le marquer, c'est 240 006. Comme ceci. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que même si je tape un mauvais mot de passe, ici, par exemple je marque test, on me demande quand même mon code de double authentification. Et même si je tape le bon code de double authentification, on me dira mauvais mot de passe.
Ce qui complique encore plus la tâche, car non seulement je dois deviner votre mot de passe, mais aussi votre code de double authentification. Et il y a 1 million de combinaisons. Et ces combinaisons changent toutes les 30 secondes sur votre application. Donc c'est quasiment impossible de faire une vraie attaque par brute force. Du coup, avoir un mot de passe long, complexe avec la double authentification, c'est excellent, mais il vous faut une troisième chose pour être sûr d'être safe. Ici, je peux toujours effectuer le brute force, c'est juste que cela sera beaucoup plus compliqué. Ici, le mieux, cela serait carrément de bannir mon adresse IP au bout de 3 ou 5 mauvaises tentatives. Là, vous pouvez être sûr que le brute force sera inefficace. Donc il y a probablement des extensions pour s'en occuper sur le WordPress, mais bon, comme vous le savez, je ne suis pas trop un fan des extensions, je n'ai pas trop envie de mettre des centaines d'extensions sur mon WordPress. Déjà, ce n'est pas très sécurisé si vous tombez sur la mauvaise extension, mais dans certains cas, cela peut aussi ralentir votre WordPress. Donc pour ceci, vous pouvez connecter votre site à Cloudflare, qui est un service qui protège votre site internet contre les attaques DDoS, donc aussi contre du brute force, car le brute force c'est une forme de DDoS, mais également il accélère votre site en répartissant les différents fichiers de votre site partout dans le monde pour les charger plus rapidement, et plein d'autres fonctionnalités intéressantes, mais je n'ai pas le temps de toutes les aborder ici. Comme vous le savez, votre site internet, vous pouvez le charger soit en HTTP, soit en HTTPS. La différence, c'est qu'en HTTPS, les communications entre votre navigateur web et le serveur web, donc le serveur qui héberge WordPress, sont chiffrées. Et donc, n'importe qui se situe entre votre navigateur et le site internet ne peut pas lire vos communications. Par exemple, cela peut être votre fournisseur d'accès à internet ou quelqu'un sur le même réseau privé ou public que vous. Par exemple, sur le site de WordPress, tout est en HTTPS, comme vous pouvez le voir sur la barre d'URL et le cadenas. Cela signifie que toutes les communications entre votre navigateur et le site de WordPress sont chiffrées. Un attaquant, comme votre fournisseur d'accès à Internet ou quelqu'un sur le même réseau que vous, ne peut pas savoir ce que vous faites sur le site de WordPress. Il ne peut pas lire les images, le texte transmis, les mots de passe, les cartes de crédit, les articles, etc., etc. La seule chose qu'un hacker peut faire, à part s'il a le contrôle de votre ordinateur ou le contrôle des serveurs de WordPress, c'est de savoir que vous êtes sur WordPress. Mais il ne peut pas espionner exactement ce que vous faites sur WordPress. Évidemment, ce n'est possible que si vous utilisez l'HTTPS. Si vous ne l'utilisez pas, comme par exemple sur mon site en HTTP, où il y a un cadenas barré, alors c'est exactement l'inverse. Toutes les données que vous transmettez sur le réseau sont en clair, ne sont pas chiffrées. Alors n'importe qui, que ce soit votre fournisseur d'accès à Internet, n'importe qui sur le même réseau public ou privé que vous, cela ne fait pas de différence, peut intercepter tout le trafic que vous envoyez sur Internet. Et à partir de là, il est possible d'espionner tout ce que vous faites sur le site WordPress sans aucune difficulté, que ce soit toutes les pages que vous visitez, toutes les images, tout le texte que vous chargez, tout le texte que vous envoyez, comme par exemple les mots de passe, les cartes de crédit, etc. Et tout cela, c'est extrêmement facile, il n'y a besoin que de très peu de compétences techniques. Je vais vous montrer un petit exemple pour vous montrer à quel point c'est direct. Donc là, je souhaite me connecter sur mon interface admin, je vais donc taper mon mot de passe super sécurisé admin. On me demande mon code de double authentification, donc je vais le marquer, comme ceci. Et là, je suis connecté sur mon site WordPress. Et à partir de là, notre administrateur peut effectuer toutes ces tâches d'administration. Cependant, ce que ne sait pas notre administrateur, toutes ces communications ont été interceptées. Je vais vous donner un petit exemple. Alors là, mon WordPress est installé directement sur ma machine, donc c'est encore plus facile. Cependant, la manipulation est quasiment la même si vous êtes le fournisseur d'accès à Internet ou si vous êtes un espion sur le même réseau privé ou public. Enfin bref, sur mon logiciel, j'ai la liste de toutes les communications en HTTP. Et ces communications ne sont pas chiffrées, elles sont en clair. Par exemple, là je peux voir que l'administrateur a visité notre wplogin.php pour se connecter, notre wp-admin et le dashboard wp-admin. Mais je peux également inspecter chaque paquet individuellement pour voir ce qui a transité. Par exemple, si je clique sur ce paquet-là, ici, post wplogin.php,
et que je regarde en bas à gauche, j'ai toutes les informations sur ce paquet, comme l'adresse IP source et destination, le port source et destination, etc. Mais le plus important, j'ai les données qui ont transité, et notamment mon login, mon password et mon code de double authentification. Et à partir de là, je pourrais me connecter en tant qu'admin sans aucune restriction. Alors, je sais ce que vous allez me dire, le code de double authentification n'est valable que 30 secondes. Et c'est vrai. Donc il faudra être rapide. Mais à partir de là, moi je peux très bien créer un script qui détecte quand quelqu'un a envoyé ses mots de passe, login, password et double authentification, et qui me connecte automatiquement en moins d'une demi-seconde. Car n'oubliez pas, un script c'est beaucoup plus rapide qu'un humain. Donc malheureusement, ce genre d'attaque est très simple à mettre en place. Il n'y a pas besoin d'avoir de compétences ultra poussées en cybersécurité ou en informatique. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir aller plus loin, car cela serait dommage de faire striker la chaîne de Romain. Ce que vous devez retenir de cette démonstration, c'est que tout ce que vous faites transiter sur Internet en HTTP n'est pas sécurisé. Et n'importe quel intermédiaire, que ce soit votre fournisseur d'accès à Internet ou n'importe qui sur le même réseau que vous, pourra les lire. Pour finir cette note, comme vous le savez peut-être, Internet c'est une toile d'araignée, comme celle-ci. Cela signifie qu'entre votre ordinateur et le serveur web WordPress, il y a littéralement des dizaines d'intermédiaires. Et par chaque intermédiaire passent les différents paquets réseau. Cela signifie que chaque intermédiaire peut lire absolument tout ce que vous faites. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, ne faites jamais transmettre des données sensibles en HTTP. Sinon, vous savez ce qu'il va vous arriver. Passons maintenant à un autre exemple. Donc, comme à notre habitude, je suis sur ma page de connexion wplogin.php. Et à partir de là, je vais me connecter en tant qu'admin. Ici, on me demande mon code de double authentification, et heureusement. Cependant, mon navigateur me demande autre chose. Il me demande si je veux enregistrer ce mot de passe pour ce site internet-là. Et moi, je vais accepter. Je vais appuyer sur enregistrer les mots de passe. Et après tout, si je stocke les mots de passe dans le navigateur, c'est sécurisé, normalement. Eh bien, on va voir cela. Ici, je vais déjà me connecter avec mon code de double authentification. Hop, c'est parfait. Tout fonctionne à la merveille. L'intérêt principal de sauvegarder son mot de passe dans le navigateur, c'est que si je me déconnecte, la prochaine fois que je me connecterai, je n'aurai plus besoin de taper mon identifiant et mon mot de passe, ce qui est beaucoup plus pratique. Mais la question c'est comment le navigateur fait-il pour connaître mon mot de passe? Et bien la réponse est simple, le navigateur l'a enregistré quelque part. La question qu'on pourrait se poser à partir de là, c'est à quel point c'est facile d'accéder à mon identifiant et à mon mot de passe. Alors bien évidemment, ce que je peux faire, c'est aller dans les paramètres du navigateur, dans les mots de passe, et je peux voir les mots de passe en clair. C'est très rapide et c'est très facile. Mais maintenant, imaginons que moi je suis un virus. Est-ce que je peux y accéder aussi facilement? Eh bien la réponse est oui, on va faire le test ensemble. Pour cela, je vais juste exécuter un petit script en Python. Alors là, c'est un script en Python, mais cela peut très bien être un exécutable en .exe. Cela revient absolument au même. Hop, là on me demande le profil Firefox que je veux dumper, donc je vais prendre le profil numéro 2, celui-là, et là maintenant j'ai mon username et mon mot de passe qui est associé à ce site internet-là. Alors ici, bien évidemment, je n'ai qu'un seul username et qu'un seul mot de passe, mais je pourrais très bien en avoir plusieurs si j'avais plusieurs mots de passe que j'avais enregistrés. Et donc à partir de là, moi ce que je peux faire, si j'ai un accès physique à votre ordinateur, c'est que je peux mettre ce petit programme malveillant dans une clé USB, et dès que j'insère la clé USB sur l'ordinateur, ce petit programme peut s'exécuter automatiquement, grâce à quelques bidouillages. Et après, au lieu de juste afficher admin dans la console, il va l'envoyer sur mon serveur distant. Donc juste en insérant une clé USB sur votre ordinateur pendant quelques secondes, je peux arriver à vous pirater. Ici, bien évidemment, je n'ai affiché que les mots de passe, mais je peux quasiment faire n'importe quoi sur l'ordinateur si j'en avais l'envie. Autre exemple, moi je m'intéresse à votre historique de navigation, et je veux savoir ce que vous faites sur Internet. Eh bien bingo, cela existe largement, il existe tout un tas de programmes qui vont extraire toutes les données du navigateur, Firefox, Chrome ou autre, pour après les afficher, voire les envoyer sur un serveur distant. Alors petite démonstration, je vais exécuter un petit programme en .exe, comme ceci. Là, comme vous le voyez, il y a des choses qui sont affichées sur la console, et à côté, on a un dossier qui a été créé, nommé Results.
Et si je clique sur ce dossier, on a les données du navigateur sous format CSV. Évidemment, là, je les ai juste mis dans le dossier Results, mais un virus, cela peut faire absolument n'importe quoi. Je peux par exemple envoyer tout cela sur un serveur distant pour après l'analyser. Et à partir de là, sur les différents navigateurs que j'ai installés, et notamment les différents profils des différents navigateurs, eh bien je peux récupérer toutes les données, comme par exemple les extensions, l'historique, les favoris, les cookies, les mots de passe bien évidemment, etc. Alors par contre, je n'ai pas de lecteur de fichiers CSV installé sur mon ordinateur, mais je peux très bien en prendre un en ligne, hop, celui-là, et je peux glisser l'historique de mon Firefox ici, pour voir. Alors là, c'est un autre profil, mais dedans, vous pouvez clairement voir l'historique, le nombre de visites et la date de dernière visite. Alors ici, bien évidemment, j'ai utilisé un profil de test qui est assez vieux, donc vous n'avez pas d'informations ultra importantes, c'est plus des infos de test, mais c'est pour vous montrer que c'est possible et que c'est assez facile. Ici, bien évidemment, votre navigateur, il enregistre l'historique, mais il enregistre aussi plein d'autres informations, comme par exemple les cookies. Et dans les cookies, il y a des informations ultra importantes, comme par exemple vos identifiants de session. Quand vous êtes connecté en tant qu'admin sur WordPress, admin sait que c'est vous et pas quelqu'un d'autre grâce à votre identifiant de session stocké dans les cookies. Ce qui fait que vous n'avez pas à retaper le mot de passe à chaque fois admin pour effectuer une action. Ici, je vous montre tout cela pour que vous soyez au courant de ce qu'il est possible de faire quand un intrus exécute un virus ou même un simple script Python sur votre ordinateur. Par exemple, vous êtes dans un coworking, vous allez aux toilettes, vous êtes absent pendant 30 secondes, et à partir de là, une personne malveillante, comme par exemple un de vos compétiteurs, insère une clé USB, le virus s'exécute automatiquement, en quelques secondes, il vole absolument tout. Et après, un espion s'installe pour voler les informations futures. Et tout cela en quelques secondes. Alors évidemment, cela ne fonctionne que si le PC est déverrouillé. S'il est verrouillé, évidemment, cela ne fonctionnera pas. Donc c'est ultra important à savoir, à chaque fois que vous vous absentez de votre ordinateur, même 10 secondes seulement, vous le verrouillez dans tous les cas. Pour ceci, sous Windows, vous pouvez utiliser la touche Windows plus L pour le faire, comme ça c'est plus pratique. Mais par pitié, ne laissez pas votre ordinateur déverrouillé, même pas 5 secondes. Sinon, vous risquez une catastrophe. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Un grand merci à Hafnium pour sa présentation. N'hésitez pas à vous rendre en description si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez aller encore plus loin, notamment en participant à la conférence 100% privée avec des méthodes et des démonstrations encore plus approfondies. Pensez à liker si vous avez apprécié, laissez un petit commentaire pour aider au référencement de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, on se dit à très vite. Ciao!